Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres qui sont organisées par la médiathèque du Centre culturel Tjibaou. Ce soir, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Ismet Kurtovic, qu'on ne présente plus ou presque. Mais comme c'est la première fois, il me l'a rappelé, qu'il intervient dans cette salle, je vais quand même en dire deux mots. Même si j'imagine que les gens qui sont dans la salle connaissent déjà une bonne partie de sa carrière. Donc Ismet est historien, bien évidemment. Il est titulaire d'une thèse de doctorat en histoire, la vie politique en Nouvelle-Calédonie, 1940-1953. Il a été, pour ceux qui s'en souviennent, j'allais dire un brillant directeur du Cercle des archives de Nouvelle-Calédonie. Mais il a d'autres talents, puisque, en l'occurrence, Ismet est aussi dramaturge. Il a publié quelques pièces de théâtre. Et il y en a une qui est restée, j'allais dire, dans les mémoires pour l'hilarité générale que ça a pu provoquer. Je pense aux comédies Broussardes, bien évidemment. Alors, il a choisi ce soir d'évoquer une séquence, j'allais dire, historique, importante, fondamentale de ce pays, le 19 septembre 1940, donc que l'on va commémorer d'ici 2 petits jours. Il s'agit du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. Donc on verra ce soir ce qui a motivé les Calédoniens et en quoi ça a pu consister cet engagement. Alors, vous êtes à mon goût trop peu nombreux dans cette salle, donc j'imagine que ceux qui ne sont pas là le sont parce que cette conférence est filmée. Donc comme vous pouvez le voir, elle est filmée par Calédonia. Elle sera diffusée à une période que nous ne connaissons pas encore, qui reste en fonction de leur grille de programmation. Par contre, la conférence enregistrée en audio sera disponible dès ce week-end sur notre site www.adck.nc en cliquant sur catalogue de la médiathèque et publications multimédia et avec le nom du conférencier juste derrière. Voilà, j'espère que d'autres vont nous rejoindre d'ici peu. Et puis, au terme de cette intervention, bien sûr, vous aurez l'occasion de débattre avec notre historien local d'ici une petite heure, je dirais, et on sera de part et d'autre de la salle pour vous tendre un micro, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je remercie de nouveau Ismet de nous avoir proposé cette thématique, et puis vous, cher public, et je vous donne rendez-vous pour les débats tout à l'heure. Merci de votre attention. Bonsoir. Je voudrais d'abord dédier cette conférence au soldat qui est sur votre gauche, là. C'est M. Louis Kasni-Warti, c'est le dernier volontaire du bataillon du Pacifique. Il a 101 ans. Il habite dans la région parisienne. Donc, je l'ai eu au téléphone il y a une dizaine de jours. Et donc, voilà, je voudrais lui dédier cette conférence. Et d'abord, commencer par parler du statut de ce sujet. C'est-à-dire pourquoi le ralliement mérite qu'il soit commémoré. Parce que tous les événements historiques n'ont pas une égale importance dans l'histoire. Et celui-là a une importance plus grande que les autres pour plusieurs pays, en somme, plusieurs organisations. Pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la manière dont ce ralliement est fait est assez extraordinaire, puisque c'est un coup d'État à la fois populaire et militaire, avec l'aide d'une puissance étrangère, en somme. L'Australie, contre une puissance qui ne l'est pas, l'État. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est aussi un grand événement pour l'Australie, parce que, comme vous le savez, pour la Nouvelle-Calédonie, forme une sorte de protection sur le flanc est de l'Australie, puisque à cette époque, le facteur militaire matériel déterminant, c'est la faculté qu'ont les avions de voler une certaine distance. Et elle était plus réduite qu'aujourd'hui. Donc, de son point de vue, la Nouvelle-Calédonie est très importante. Parce que celui qui a la Nouvelle-Calédonie peut, avec ses avions, aller bombarder l'Australie, par exemple. Bon. Pour l'Australie, c'était important. Et c'est important au plan diplomatique aussi, parce que il se trouve que sur le sujet du ralliement de la Nouvelle-Calédonie,
c'est la première fois que l'Australie a eu une action autonome et distincte de celle du Royaume-Uni, alors que jusqu'à présent, la politique étrangère de l'Australie, en somme, elle était exercée, manifestée par Westminster directement, et les Australiens n'avaient pas, par exemple, ni de consulat ni d'ambassade. Et comme il y a eu une divergence entre Canberra et Londres, pour la Calédonie, pour l'Australie, le ralliement, c'est important. Et la divergence, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que les Australiens ne voulaient pas intervenir et les Anglais poussaient les Australiens à intervenir. Donc c'était un peu le contraire. Et naturellement, ça a eu de l'importance, mais on ne le sait pas sur le même moment pour les États-Unis d'Amérique, puisque cela va faciliter l'action militaire des États-Unis que la Nouvelle-Calédonie soit disponible. Puisqu'entre 1942 et 1945, la plus grande base militaire américaine à l'extérieur du territoire fédéral, les deux fronts confondus, c'est la Calédonie. Donc, comme a dit l'historien Kim Holland, qui est le spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale en Calédonie, c'est un Américain, professeur Kim Holland. Et comme il a dit le fait que la Calédonie soit de gaulliste, comme on disait à l'époque, ça a été un avantage. Tellement un avantage que 2 années plus tard, quand les Américains ont eu besoin de Wallis et Futuna, ils ont demandé au pouvoir gaulliste qui était en Calédonie, au commissaire, de prendre possession de Wallis et Futuna avant qu'eux, ils débarquent, pour ne pas prêter le flanc à une accusation de mainmise, n'est-ce pas, sur le territoire français. Et enfin, ça a eu une grande importance pour le mouvement de la France libre. Pourquoi ? Parce que l'action du ralliement se situe au tout début de l'action du général de Gaulle. Bon, nous, on connaît la fin du film, mais quand ça se passe, on ne sait pas que c'est de Gaulle qui va gagner la partie, qui va s'implanter, qui va supplanter Giraud, etc. Ce qui fait que pour le général de Gaulle, le ralliement de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qu'il n'oublie pas. Parce qu'on est dans les premiers d'une chose qui va être très grande. Parce qu'en somme, les Calédoniens choisissent le bon cheval, pour parler trivialement. Et c'est tellement vrai que, comme vous savez sans doute, il y a une phrase célèbre de Gaulle qui est racontée par André Malraux quand il publie son livre en hommage à De Gaulle après son décès, en 1971. De Gaulle dit, à Londres, « J'avais vu arriver des politiciens, des intellectuels, des militaires, des Kanaks, et puis les pauvres types, les marins de l'île de Sein, la France. » Donc voilà. Ensuite, pour dire à quel point cet événement a frappé le général de Gaulle, quand il vient en Nouvelle-Calédonie en 1966, je suppose qu'il ne le dit pas à toutes ses visites dans les autres pays ou régions où il a été, il dit qu'il est touché par l'accueil, évidemment, ça c'est classique. Et il ajoute, j'en suis touché, il explique, pas juste je suis touché, comme on dit ça de façon banale. J'en suis touché parce que vous avez joué dans la vie de la France, en particulier dans la dernière période de son histoire, celle qui est en cours, et que vous avez joué un rôle dans la vie de celui qui a l'honneur de vous parler, un rôle essentiel. C'est quand même un bel hommage, finalement, et qui se justifie par le ralliement. C'est pourquoi le ralliement, c'est très important par ce qu'il a été. Et alors, c'est important pour nous parce que c'est quelque chose d'assez génial qui se fait distinctement de l'action du général de Gaulle, de façon tout autonome. Et si la Nouvelle-Calédonie rallie la France libre, c'est parce qu'elle le veut. Ce qui change de beaucoup d'autres situations. Alors donc, je vous parle de ce ralliement. Ce ralliement, c'est le 19 septembre, mais l'armistice, c'est le 17 juin. Donc il se passe 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il se passe autant d'événements politiques que pendant 10 ans, finalement. Et c'est une révolution, et chaque jour est un mois. Et chaque jour, il y a des événements de toutes parts. Et encore une fois, tout ce qui se passe
se joue en concertation entre Nouméa, Canberra, Londres, Bordeaux, Vichy, et puis après, nous, la Brousse, les îles, etc. Voilà. Donc, tout ça est en effervescence pendant 3 mois. Donc, dès le 16 juin, donc à ce moment-là, De Gaulle est encore à Bordeaux. Dès le 16 juin, les élus calédoniens sont un peu au fait que l'armistice, une demande d'armistice va être annoncée par le pouvoir français. Et donc, ils vont voir le gouverneur pour lui demander qu'est-ce qu'il compte faire. Et tout de suite, le gouverneur leur dit que lui, il est partisan de continuer la guerre. Mais les conseillers généraux, de précaution valant mieux qu'une, ils envoient une dépêche, un télégramme au gouvernement central à Bordeaux, et ils disent que la Nouvelle-Calédonie déclare ne reconnaître à aucun gouvernement de la métropole le droit de disposer de nous sans notre consentement. Nous avons fait valoir, indique James Louis Delay, conseiller général, considérant que les causes qui avaient poussé la France à demander un armistice n'existent pas pour nous, nous demandons à continuer à servir la cause de la France et de la liberté. La guerre n'est pas finie. Donc à ce moment-là, tout le monde est au diapason pour continuer la guerre. C'est pas original, c'est banal. C'est le cas dans toutes les colonies françaises. Tout le monde pense que la guerre va continuer dans les colonies. Donc jusque-là, tout se passe normalement. Sauf que après, il y a les conseillers généraux décident de la tenue d'une réunion solennelle du Conseil général qui se tient le 24 juin et qui est radiodiffusée. À ce moment-là, il y a 900 postes de radio en Calédonie. Donc tout le monde l'écoute. Et donc il y a une déclaration solennelle de l'ensemble des élus pour dire que la Calédonie est prête à faire la guerre intégralement avec toutes ses obligations et à continuer la lutte contre les puissances de l'Axe aux côtés de la Grande-Bretagne. Et donc le président du Conseil général est chargé d'en aviser le gouvernement de Sa Majesté. À ce moment-là, le secrétaire général, Bayardel, tout de suite, il dit « Ah, mais ça, c'est de la politique, je me retire, ça ne me concerne pas, etc. » Donc ça commence à s'effriter la confiance qu'il y a entre nos élus et le gouverneur. Hein, voilà. Donc ensuite, nos élus redemandent au gouverneur d'envoyer un télégramme au ministre des colonies pour qu'il ait les pouvoirs de gouverner la Nouvelle-Calédonie selon nos intérêts. Donc que Paris, enfin c'est pas Paris, c'est Bordeaux ou Vichy, ça dépend à quel moment le télégramme arrive, disent au gouverneur « Ok, vous avez toute latitude pour gouverner selon les intérêts de la Calédonie ». Le gouverneur refuse d'envoyer le télégramme. Et deuxième chose, il refuse de participer à la revue du 14 juillet 1940, alors qu'il y a des manifestations patriotiques et déjà des Calédoniens décident de continuer la guerre. Donc ces deux choses-là vont évidemment faire que le Conseil général commence à avoir des doutes sur le gouverneur. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, nos élus ont le vertige, la situation elle est angoissante parce que en quelques jours, la Calédonie elle est isolée de la métropole, hein, sans instruction, sans nouvelles du gouvernement central. Et même, ils pensent que la Calédonie est en train d'être livrée à une puissance étrangère. Ensuite, tout notre commerce extérieur, il est centré sur la métropole. Importation, exportation, à titre principal. Donc là, on est devant l'inconnu. En somme, le sort de la Nouvelle-Calédonie est comme suspendu. Alors, ce qui se passe, c'est que des hommes prennent l'initiative. Parce que c'est toujours comme ça dans les périodes historiques. Il y a des gens qui prennent plus d'initiatives que d'autres, qui voient mieux les choses, qui anticipent et qui proposent. Et les gens qui voient ça, ce sont ceux qui se réunissent autour d'un homme qui est vraiment celui sans lequel le ralliement n'aurait pas eu lieu, tellement sa volonté personnelle de faire le ralliement était forte. C'est M. Michel Vergès, qui est notaire et qui est un ancien combattant de la guerre 14-18 et qui avait été décoré parce qu'il avait refusé de reculer devant l'ennemi alors qu'il en avait reçu l'ordre. Donc, pour vous dire le tempérament. Donc, lui, Michel Vergès, tout de suite, il décide de préparer un manifeste qui met la Nouvelle-Calédonie juridiquement en état de continuer la guerre. C'est-à-dire que
lui, il dit, pour continuer la guerre, il faut changer de statut. Et ça tombe bien, parce que les Calédoniens sont autonomistes depuis le début du XXe siècle, mais très autonomistes, très autonomistes. Donc, en fait, la guerre, c'est une opportunité aussi pour s'affirmer devant le pouvoir central et conquérir son autonomie. C'est une opportunité parce que c'est indispensable pour continuer la guerre, hein, puisque apparemment, le pouvoir central ne veut pas être conciliant sur les libertés accordées à la Calédonie. Donc, voilà ce qu'il propose, pour vous donner une idée de l'audace politique. Et alors, donc, il y a un manifeste qui est signé par plus de 1000 personnes, et donc il y a une campagne en faveur de cette stratégie-là. Il propose que la conduite de la guerre soit confiée à une assemblée délibérative, qui se composera d'une délégation de tous les conseils et assemblées élus, d'une délégation des groupements corporatifs et professionnels, anciens combattants, fédérations, syndicats. Son rôle est de faire la guerre en y apportant la volonté sans détour de la gagner, soit, premièrement, représenter réellement la volonté de la population calédonienne, c'est-à-dire nous, on continue la guerre. 2, fixer nos décisions face aux problèmes extérieurs et nos rapports avec les différents gouvernements ou comités français. Donc nous, on agit seul, singulièrement. On est à l'égal de Gaulle, en somme. On dit que nous, on est tout seul la France et on décide tout seul comment on va régler nos relations avec la France et les mouvements de résistance. Et enfin, prendre seul ou partager s'il y a lieu. Alors c'est amusant, prendre seul ou partager s'il y a lieu avec les autorités civiles et militaires les responsabilités résultant des présentes décisions. Donc là, on a vraiment une volonté radicale de institutionnellement faire que la Nouvelle-Calédonie, libre et indépendante, ce n'est pas mon expression, c'est celle d'Henri Millard, ancien président du Conseil général, qui dit à une séance « La Calédonie libre et indépendante ne saurait accepter les conditions humiliantes d'un armistice. » Voilà. Et à ce moment-là, ce que les Calédoniens écrivent, c'est pratiquement mot à mot l'attitude du général de Gaulle, telle que l'exprime Jean-Louis Crémieux-Brilac, qui est l'historien de la France libre. Lui, il dit que la formation par le général de Gaulle d'un comité national français qui n'est pas encore la rupture avec le gouvernement de Bordeaux, ni la constitution d'un gouvernement rival, mais un grand pas dans cette voie. Donc, de Gaulle comme nous, on crée les conditions pour pouvoir continuer. Donc, devant cette attitude, que fait le gouverneur ? Donc, le gouverneur, il joue sur les deux tableaux, finalement. Donc, il dit qu'il sera fidèle à la proclamation du 24 juin. Et en même temps, il reçoit des ordres de Vichy qui sont assortis d'une menace de sanctions impitoyables. Impitoyable, c'est dans le message, en cas de non-exécution. Donc finalement, il décide de rester fidèle au gouvernement du maréchal Pétain, de contenir le mouvement populaire en faveur de la continuation de la guerre et de pratiquer une politique neutraliste à l'égard des dominions et colonies britanniques. C'est ça sa ligne de conduite. Le loyalisme formel avec Vichy et le neutralisme vis-à-vis du conflit et voilà une sorte de conciliation non dite avec l'environnement anglo-saxon. Ce qu'il propose là est plausible et existera en fait. Les Antilles françaises, par exemple, seront vichistes à 200-300 km des États-Unis, entourées de colonies anglaises. La flotte française d'Alexandrie sera neutre, pendant plusieurs années, sera neutre dans le port d'Alexandrie. Donc, c'est quelque chose qui est viable. C'est tellement viable que c'est aussi l'opinion des Australiens. Voilà ce qu'écrit le chargé d'affaires australien. Le chargé d'affaires australien à Canberra. Là, on est fin août. Donc, juin, juillet, les Calédoniens s'organisent, il y a des comités, il y a des pétitions, il y a des réunions du Conseil général pour se tenter de changer de statut. Le chargé d'affaires australien dit « La dernière chose que le gouvernement du Commonwealth australien
souhaite, c'est une révolution locale ou le renversement de l'administration française en Nouvelle-Calédonie par des extrémistes. Un tel événement pourrait avoir pour conséquence le recours de l'Australie pour assumer la responsabilité de l'ordre public, de l'application de la loi et de la défense, ou même la mise sous protectorat de la colonie. Un appel de cette nature, accepté ou non, serait mal interprété par certaines personnes et aurait des répercussions plus lointaines, notamment à propos de l'Indochine française. La meilleure solution nous paraît être d'avoir une administration invoquant une allégeance formelle à Vichy, mais montrant de la sympathie pour les demandes de la populace pour continuer l'effort de guerre, c'est-à-dire coopérer avec les Alliés aussi loin que possible. Voilà. Vous devez agir pour amener les dirigeants du mouvement local à accepter ce point de vue, non seulement dans leur intérêt, mais aussi dans le nôtre. Donc, en fait, le chargé d'affaires australien dit à son gouvernement de dire au comité Vergès, à tous ceux qui s'organisent, surtout de se tempérer, d'accepter le neutralisme. Donc, ensuite de ça, même le haut-commissaire britannique qui arrive à Nouméa fin août fait la même analyse. Il dit « La situation en Nouvelle-Calédonie est satisfaisante de notre point de vue et mettre en œuvre une révolution gaulliste comme indiqué et se mettre dans les mains des Japonais sans bénéfice pour la cause alliée. » Donc, jusqu'à fin août, début septembre, le gouverneur Vichy, comme on dit, et l'Australie sont en phase et sont en train d'essayer d'empêcher, en somme, le ralliement. Hein? Mais alors, ils ne sont pas les seuls à penser comme ça. Il y a une minorité de Calédoniens qui sont aussi neutralistes, hein, qui disent que, de toute façon, il faut être loyal, et puis on pourra réussir, tout en étant fidèle au gouvernement central, à s'en sortir. Mais il faut juste être neutre. L'un d'eux, par exemple, écrit dans le journal « C'est une belle illusion de croire qu'on peut obéir à moitié par rapport à Vichy. » Oui, parce que jusqu'avant le ralliement, même ceux qui étaient pour l'autonomie, ils pensent que Vichy va accepter l'autonomie de la Calédonie. Donc ils resteront nominalement fidèles à Vichy, mais on aura un autre statut. Jusqu'aux dernières semaines, tout le monde pense ça. C'est simplement début septembre que les gens disent non, bon, ça on n'y arrivera pas, il faut faire un coup d'État. Mais un vrai coup d'État. On verra tout à l'heure. Le Conseil général, par exemple, refuse de soutenir le général de Gaulle ouvertement pendant les 2 premiers mois. Donc le gouverneur Pélissier est dans ce cadre-là. Et alors, ils sont d'autant plus fondés à le faire que le Conseil général réussit à sortir la Nouvelle-Calédonie de ses difficultés économiques. Et comme le dit joliment James Louis Daly, 1 mois seulement après l'armistice, l'écheveau des difficultés s'est petit à petit désenchevêtré. Parce que le Japon et l'Australie achètent notre production minière. Et c'est les fameux contrats australiens négociés par le directeur de la société Le Nickel. Les Américains n'ont pas voulu acheter. Les Australiens ont dit « Ok, on vous achète votre nickel, on n'en a pas l'usage, mais on va le garder, on le revendra après, ce qui vous permettra de vous ravitailler. » Donc, du plan économique, c'est notre principale difficulté. Ensuite, les produits agricoles d'exportation, café, copra, guano, peau et coton, sont soit placés, soit soutenus par les fonds publics. Enfin, le franc calédonien est détaché. Alors, il est détaché du franc français. Alors là, c'est à cause des Anglais, parce que Churchill va annoncer aux communes, et c'est vrai pour toutes les colonies françaises, celles qui continuent la guerre, on continuera de leur acheter leur franc à sa cotation au 30 juin. Ce qui fait que, en fait, le franc CFP, il vient de ce jour-là. Il a été formellement créé après la guerre, mais il reprend, après il les modifie, mais il reprend la différence de parité existante. Donc, à partir de 1940, la Nouvelle-Calédonie a sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'elle a une monnaie qui a une parité différente avec les monnaies des pays qui l'entourent et avec la monnaie française, qui naturellement va dévisser pendant toute la guerre, mais sans conséquence pour l'économie calédonienne.
Donc, ensuite de ça, le Conseil général modifie les tarifs douaniers avec l'Australie et d'autres pays fournisseurs. Tout ça est fait sans l'accord du pouvoir central, alors qu'il est légalement obligatoire. Donc on applique, on fait, c'est pas grave, et comment dire, on vit économiquement de façon indépendante. Bon, on comprend bien que l'esprit autonomiste calédonien est fondé sur le principe qu'à cette époque, toutes les dépenses de la Nouvelle-Calédonie sont assumées par l'activité économique de la Calédonie. Même le gouverneur est un salarié du budget local. Alors, en plus de ça, le gouverneur Pélissier laisse les comités qui s'organisent pour continuer la guerre libres de recruter du monde, d'envoyer des colis en France, de faire de la propagande dans le journal. Ce qui fait que si vous êtes attentif et vous lisez le bulletin du commerce ou la France australe de juin à septembre, ben vous avez dans ce journal des textes légaux qui sont émis par le maréchal Pétain, vous avez des appels pour De Gaulle, vous avez des appels pour créer des comités pour défendre la France, vous avez des appels pour créer la Croix-Rouge. C'est un pays qui n'est pas en guerre dans un camp très précisément. Hein. Donc ce neutralisme-là fonctionne. Voilà. Voilà, donc maintenant on revient au Conseil général et à ceux qui souhaitent changer de statut. Ça, c'est l'attitude du gouvernement central qui cherche à jouer un peu sur les deux tableaux. Et c'est ce qui va perdre le gouverneur Pélissier, d'ailleurs. Donc, les gens du manifeste vont voir le Conseil général et pour lui dire qu'il faut changer de statut. Donc, il y a une foultitude de réunions au Conseil général qui se transforment un peu en soviet. Parce que vous avez le Conseil général, la population est admise, les dirigeants du manifeste sont admis, on convoque les avocats de la colonie pour donner leur avis d'experts, et même les gens du manifeste votent. Donc, quand on regarde ça, on se dit qu'il y a une sorte de soviet. Et donc, les gens discutent du nouveau statut pour continuer la guerre. Parce que, je l'ai assez répété, vous comprenez que l'axiome politique, c'est de dire que si on ne change pas de statut, on ne peut pas continuer la guerre. Parce que sinon, on est dans l'illégalité, on est suspendu en l'air, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut continuer la guerre avec un nouveau statut. Et Pélissier, lui, il comprend ça. Mais au lieu d'accepter, parce que Vichy le lui impose, il dit non, mais il faut plutôt faire une assemblée consultative, on va se concerter, et puis on fera un référendum, et puis voilà. Donc, en fait, il veut garder le pouvoir. Et puis, il ne veut pas que les Calédoniens organisent leur assemblée. Et ça va donc casser les relations entre les deux. Donc, c'est le 19 et le 20 août qu'en présence de 10 conseillers sur 15, on discute vraiment du statut. Et on rentre dans les détails. Hein. Donc, je vous donne les phrases pour vous donner une idée de l'état d'esprit. Hein. Donc, c'est M. Pierre Bergès qui est à la manœuvre au Conseil général. À l'extérieur du Conseil général, c'est Michel Vergès. Et Pierre Bergès, c'est un grand homme, parce qu'il va être président du conseil d'administration, et c'est lui qui va diriger la Calédonie pendant toute la guerre. Hein. Donc, lui, il est éleveur, planteur à la fois. Alors, je crois que sa propriété, elle est à l'entrée du village, là où il y a un gros pied de litchi dans la ligne droite, avant la passerelle Marguerite. C'était là chez M. Pierre Vergès. Moi, quand je passe, je pense toujours que c'était là qu'il y avait le grand dirigeant de la Calédonie. Alors, il dit « Je crois, déclare l'élu de la foi, que le Conseil général, assemblée élue, a le devoir d'adopter le projet présenté ici, par Michel Vergès. Il a coulé de l'eau sous les ponts, le pays s'est beaucoup développé, nous avons aujourd'hui une jeunesse nombreuse avec une élite qui veut participer à la chose publique, qui veut que tout le monde soit entendu dans une assemblée qui regrouperait toutes les classes, etc. » Je vous lis ça pour vous dire que là, on est dans la politique, hein, on n'est pas dans le ralliement à la France libre. Palladini, Florindo Palladini, qui lui est donc le conseiller de la gauche socialiste communiste, et lui il dit, il propose que l'on profite de l'occasion, hein,
c'est ça, pour demander le plus de liberté, le plus d'indépendance possible. C'est dans ces conditions que nous arriverons à faire une république calédonienne avec son autonomie. Finalement, les conseillers sont d'accord à l'unanimité sur le principe du nouveau statut. Et Bergès dit on fera un nouveau statut et la haute administration devra se soumettre à la volonté de la population calédonienne si par référendum elle adopte le projet de l'Assemblée représentative. Se soumettre ou nager. En tout cas, nous ne voulons pas que notre projet soit enterré, ajoute Vergès, avec prémonition, parce qu'il va être enterré. Donc, le lendemain, le Conseil général nomme une commission, et cette commission va commencer à travailler et va fixer des réunions. Mais pendant ce temps-là, la vie continue. Et la vie qui continue, c'est la guerre. Et deux événements importants vont... Attendez, là je reprends... Attendez. Oui, ouais. Deux événements importants vont contrarier ce scénario calme et tranquille. On va continuer la guerre, on va faire un statut, on va le voter, on va le voter. Le premier, c'est que le gouvernement central ressuscite et se manifeste. Vichy envoie un bateau de guerre à Nouméa, le Dumont d'Urville. La situation se tend à Nouméa. Il y a un bâton de dynamite qui est lancé dans le jardin du gouverneur. Le secrétaire général est molesté quand il sort de son bureau, de telle sorte que la situation se tend. Et le Dumont d'Urville, en plus, il ne rend pas tellement service au gouverneur parce qu'il y a 121 fusiliers marins dans ce bateau et ils défilent en ville et puis se font caillasser et puis le capitaine de Kievrecourt lance des appels à la population pour rester loyal. Donc il y a une atmosphère qui se tend. Voilà. Donc la position elle est de plus en plus dure à tenir. Surtout que Vichy ressuscite et envoie des injonctions, des instructions très strictes au gouverneur. Je vous lis. Donc ça, c'est l'amiral Platon, qui est le secrétaire d'État aux colonies, dans le deuxième gouvernement Pétain. Renseignements parvenus aujourd'hui dénoncent grave situation que méthode dilatoire employée jusqu'ici n'a pas évité. Je vous prie de gouverner. Je dis bien gouverner. Dans le calme si possible, et par autres moyens si c'est nécessaire, en renseignant d'abord très complètement population sur l'étendue et gravité de son erreur, ensuite par voie de persuasion. Il est entendu que vous ne recourrez à la force qu'au moment où vous serez assuré qu'elle aura le dernier mot. Indispensable, interdire immédiatement tout rassemblement ainsi que toute manœuvre tendant à un référendum comme constitution comité dissident. Assurer sans délai censure de presse. Donc les instructions sont catégoriques et ce qui fait que tellement que d'ailleurs pas d'Argentlieu mais Pélissier, il est rappelé à Vichy et un autre gouverneur est nommé, c'est le colonel Denis. Donc en plus de ça, la Nouvelle-Calédonie est informée que des négociations ont lieu entre Vichy et le Japon sur le nickel calédonien. Et le 3 septembre, le gouverneur informe les conseillers généraux présents à Nouméa et les représentants du mouvement dit du manifeste, donc pour bien vous donner le pouvoir, à la population, que le gouvernement français s'est engagé à livrer au Japon toute la production métallurgique et minière du territoire et à permettre la venue de travailleurs et de matériel japonais pour l'exploitation des mines. À ce moment-là, il n'y a pas la guerre avec le Japon. D'ailleurs, après, la Calédonie, en 1940, va exporter son minerai sur le Japon. Mais bon, là, c'est quand même autre chose. Donc ça effraie nos élus et ça force leur déterminisme et leur radicalisme. Parce que les choses vont en progression. Parce que, évidemment, quand on regarde avec le recul, il y a l'appel du 18 juin, puis il y a le ralliement du 19 septembre, c'est bien, ça se fait bien. Puis surtout, il arrive à Nouméa, puis il tape à la porte, puis il dit au gouverneur, tu t'en vas, je prends ta place. Non, c'est pas du tout le scénario qui a été fait. Donc ça, c'est le premier facteur qui contrarie le déroulement classique de changement de statut. Et le deuxième, naturellement, c'est le mouvement en faveur du général de Gaulle.
Et le mouvement en faveur du général de Gaulle débute tout doucement. À partir du mois de juillet, le général de Gaulle, qui a beaucoup de choses à faire, mais se préoccupe de l'ensemble des colonies, quand on voit tous ces télégrammes, lance la ligne en Nouvelle-Calédonie. Il envoie des télégrammes, il envoie des messages, et en demandant aux uns et aux autres qu'est-ce qui se passe, de se tenir prêts, qu'il discute avec le gouvernement anglais pour permettre de résoudre les difficultés économiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc, petit à petit, jour après jour, personnalité après personnalité, M. Collen, M. Châtelain, M. Pognon, sont destinataires de courriers, de télégrammes du général de Gaulle. Donc, à la mi-août, un mouvement d'opinion s'organise avec pour objectif déclaré la formation d'un comité national qui se mettra en rapport direct avec le général de Gaulle, chef de tous les Français libres, en recevra ses ordres et gouvernera notre colonie jusqu'à la fin des hostilités. C'est ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, c'est pas sûr. Voilà. Et donc, il faut que les partisans du général de Gaulle agissent sur le terrain. Donc, c'est ce qu'ils font, notamment en brousse. À Koné, Mme Colette Egen, à Wailou, M. Georges Baudoux. Et par exemple, Baudoux, il dit « Le manifeste de M. Vergès, Priné, Moulédou n'a pas reçu l'assentiment unanime, aussi bien de Nouméa que de la brousse. Celle-ci, plus calme, ne veut pas d'un chambardement, mais d'un simple ralliement officiel et loyal. » Voyez Soto. Donc, début septembre, Pognon rend public un appel à la constitution d'un comité de Gaulle. On sent bien que les instructions sont plus nettes et que nous sommes en présence d'une alternative à la stratégie du manifeste pour un statut d'autonomie. Dans le même temps, donc, parallèlement au fait que des Calédoniens s'organisent sous l'égide du général de Gaulle, le général de Gaulle lui-même commence à s'implanter dans d'autres colonies. Donc, que ce soit au Tchad, aux ex-Nouvelles-Hébrides, bien sûr, et puis en l'établissement français d'Océanie, début septembre, en Afrique équatoriale française. Donc, il y a une amplification de l'importance du mouvement de général de Gaulle. Donc, il réalise ses... Et puis, à partir du 10 août, il dit aussi à Soto, au besoin, donc à ce moment-là, il ne le sait pas, c'est une hypothèse seulement, au besoin, vous demande envisager votre substitution à haut-commissaire Nouméa. Donc, on voit bien que le général de Gaulle, il avance sa stratégie, se met en position, mais n'exclut pas la possibilité que le gouverneur local reste dans cette forme de neutralisme et que les Calédoniens l'acceptent. D'accord ? Donc voilà les télégrammes. Un autre, le général de Gaulle, il écrit à Collen, je vous demande de former Comité France Libre pour recrutement matériel et bien-être économique de la Nouvelle-Calédonie libre par la France victorieuse de demain. Je conduis consultation au gouvernement britannique et Dominion, donc Australie, pour appui efficace. Lettre suit. Donc petit à petit, les choses avancent du côté du général de Gaulle. Mais il y a une autre option. Donc il y a le manifeste, il y a le général de Gaulle, il y a le neutralisme, et il y a ceux qui prônent finalement de se placer sous le protectorat de l'Australie, qui est encore une fois un scénario plausible. Et celui qui l'exprime, c'est pas n'importe qui, c'est un conseiller général, M. Lucien Beaumont. Alors, il déclare « sous les applaudissements du public », dit la presse. Donc c'est pourquoi je retiens cette déclaration, puisque le public soutient. Alors, il dit le Conseil général, représentant la population calédonienne, proclame hautement et solennellement l'autonomie administrative et économique de la Nouvelle-Calédonie, place celle-ci sous la protection de notre allié, l'Angleterre,
et dépêchera auprès du gouvernement général de l'Australie une délégation pour la mise au point de différents problèmes économiques et politiques. Donc, à ce moment-là, c'est une option. C'est une option. Mais au début du mois de septembre, chaque option vit sa vie, j'allais dire, chaque option vit sa vie, et à un moment donné, les partisans du changement de statut réalisent qu'ils ne pourront pas changer de statut et qu'il vaut mieux, pour changer de statut, rallier le général de Gaulle. Ce qui fait qu'il va y avoir une réunification des partisans du manifeste et des partisans du général de Gaulle. Et ils vont appeler ça d'ailleurs le comité de Gaulle, mais c'est un rassemblement des deux comités. Donc, en plus, ceux qui sont pour le changement de statut, ils interceptent à la poste un télégramme de Gaulle à ces comités, leur disant qu'il faut s'organiser plus précisément. Donc ça les fait changer d'avis, plus le fait que les Calédoniens sont divisés. Donc tout le monde comprend qu'il faut se réunir et changer de statut et rallier le général de Gaulle. Donc à ce moment-là, au début septembre, tout le monde est sur la configuration qu'il faut une épreuve de force. Parce qu'une dernière fois, les conseillers généraux vont voir le gouverneur pour lui demander un compromis final. Il refuse. Alors, à ce moment-là, Vergès lui dit, parce que le gouverneur dit « Ah non, mais c'est illégal ce que vous voulez faire ». C'est toujours l'argument. Il lui dit « Mon colonel », lui répond Vergès en conclusion de la confrontation qui se tient en présence des conseillers généraux résidant à Nouméa. Ce n'est plus entre nous qu'une question de force. Si vous êtes les plus forts, nous nous inclinerons. Si nous sommes les plus forts, il faudra vous résigner. Et Vichy aurait quand même pu être les plus forts, parce qu'ils ne sont pas tout à fait démunis. Il y a le courant neutraliste, il y a le Dumont d'Urville. Et puis, début septembre, Vichy envoie un autre navire de guerre avec 2 compagnies de fusiliers marins, l'amiral Charner. Et l'amiral Charner quitte l'Indochine entre le 15 et le 17 septembre, mais les Australiens, au large du Queensland, lui disent de faire demi-tour, sinon ils vont le bombarder. Et donc l'amiral Charner fait demi-tour. Ce qui fait que ce n'est pas des paroles en l'air de parler de l'épreuve de force. Alors, c'est le 9 septembre que les Australiens sont convaincus qu'il faut soutenir le ralliement. Et ils sont convaincus par Londres. C'est Londres qui insiste. Et Londres leur dit, il vaut mieux pour l'Australie que la Nouvelle-Calédonie soit gaulliste que vichiste. Et l'argument qui l'emporte, c'est de dire que le gouverneur Pélissier n'est pas vraiment neutre, qu'en fait, il camoufle une stratégie qui visera à donner plein pouvoir à Vichy sur la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des Japonais. Voilà. Ensuite de ça, les Calédoniens envoient M. Houssard à Port-Vila pour passer un message aux Anglais, aux Australiens, en leur disant qu'ils sont trop conciliants, que ça les gêne, qu'il faut changer d'attitude. Et à ce moment-là, Ballard à Nouméa, il change d'avis. Il dit, parce que Canberra lui demande un nouveau rapport. Et il envoie un rapport pour dire, en effet, l'état d'esprit est différent, on s'est trompé, la population est majoritairement hostile au gouverneur, et le gouverneur joue un peu sur les 2 tableaux, et Vichy est en train de redresser la tête au point de vue militaire. Donc ça décide les Australiens. Ce qui fait que, à ce moment-là, le ralliement est décidé. Alors c'est important ce que je dis, parce qu'il est décidé comme un coup d'État, comme une opération militaire, comme... Voilà. Donc, voilà ce que dit le capitaine Dubois sur la façon d'organiser le ralliement. En vertu de ces plans, raconte le capitaine Dubois, des groupes devaient kidnapper le gouverneur Denis,
les capitaines Michel et Policar, et 2 des 3 autres détenteurs de l'autorité dans la nuit du 18 au 19 septembre. La neutralisation de la caserne était prévue. Un groupe de broussards armés devait descendre pour parer aux réactions des militaires. Je me chargeais du recrutement. Donc, c'est cette option qui va être choisie. Mais auparavant, les Calédoniens doivent s'organiser comme un tout. Et à ce moment-là, là, je vous parle que des Européens. Or, les Européens sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a toute la population kanak qui est là et la population asiatique. Et la réaction de ces populations est une préoccupation. Donc, côté kanak, les gens, devant cette agitation, sont effrayés. Sont effrayés parce que pour eux, la guerre, c'est la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est une mortalité très grande chez les engagés kanaks de la Première Guerre mondiale, puisque un tiers des kanaks qui s'engageront pendant la Première Guerre mondiale vont mourir pour la France. Donc, au début, il y a une crainte et une sorte d'indifférence, excepté chez les grands chefs et chez les anciens combattants, où il y a une dimension patriotique qui existe. Et ce qui fait que ces grands chefs et ces anciens combattants sont sollicités par ces 2 groupes qui organisent la résistance de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, les Kanaks participent aux manifestations, ils participent au caillassage des patrouilles du Mont d'Urville et du Dumont d'Urville. Et puis, quand les broussards vont descendre à Nouméa, j'en parlerai tout à l'heure, un quart des broussards seront des Kanaks de l'intérieur. Et ce qui sera nouveau dans l'entrée des Kanaks dans le volontariat, c'est qu'il sera l'objet d'une négociation politique. C'est-à-dire que les grands chefs diront bien aux autorités qui prennent le pouvoir, à la fois au comité du manifeste, au comité de Gaulle, que l'engagement des Kanaks est conditionné par la fin de l'indigénat et l'obtention de la citoyenneté française après la guerre. Alors, ça c'est bien dit dans un télégramme d'octobre 40, donc juste après le ralliement, par Nestlin, le grand chef Henri Nestlin, qui écrit à De Gaulle dès octobre 40, et il dit, bon, j'ai lancé un appel avec d'autres au ralliement de tous les indigènes, et je vous demande, là je cite, je vous demande de donner l'assurance qu'en reconnaissance de notre geste et le sacrifice de la vie de ceux qui, là-bas, vont sûrement tomber, qu'il nous soit donné la faculté d'accéder au titre de citoyen français. Donc, ça va être un fil directeur de la conduite des autorités kanaks dans ce pays par rapport à l'engagement des gens des tribus. Et c'est une promesse qui sera tenue à la Libération, non seulement par le général de Gaulle, mais par d'autres. Et les volontaires pousseront dans cette direction de façon décisive. Alors, il y aura des engagements, mais ça va être inégal. C'est pourquoi je dis que l'engagement des Kanaks dans la guerre a été décidé de façon plus libre que pour la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a des régions où il n'y a personne qui s'engage, et il y a des régions où il y en a un peu plus et d'autres très peu. Donc on voit bien que le volontariat a prédominé. Alors toujours dans un cadre coutumier, parce qu'il y aura des cérémonies coutumières de déclaration de guerre à l'Allemagne, notamment aux îles Loyauté. Donc les choses s'enclenchent comme ça, et dans le projet de nouveau statut du manifeste, il a été prévu qu'il y ait des Kanaks qui soient électeurs et qu'il y ait 4 postes de conseillers généraux réservés à la population kanak. Et là, on est en 1940. Donc cette dimension de la participation des Kanaks au ralliement, elle a une réalité, qui n'est pas dominante, mais une réalité. Pour la population asiatique, donc il y a 3 composantes. Les Vietnamiens ne sont pas concernés directement, mais certaines individualités remarquables s'engagent comme volontaires. Bon, il y a l'exemple naturellement de M. Jean Tranap, qui sera compagnon de la Libération et qui fera une guerre héroïque, et qui est vietnamien.
Et il y a les enfants de pères japonais qui vont s'engager dans l'armée française en Nouvelle-Calédonie. Souvent même certains s'engagent dans l'armée et puis on leur retire la nationalité française et ils sont dans l'armée. Il y a des situations qui, au plan juridique, sont absolument particulières. Et pour les Indonésiens, ils ne sont pas concernés par la guerre, mais comme je vous le disais, le dernier volontaire est indonésien, il est ici sur la photo. Donc, voilà comment les choses se passent. Donc, on est bien arrivé au point où la décision d'affronter l'État a été prise. Donc techniquement, le ralliement... voilà, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc le ralliement est vu au départ comme une opération de commando militaire, puis on change d'avis. On change d'avis parce que ça se sait. Ça se sait. Et puis on hésite à faire couler le sang. Donc finalement, la décision est prise de faire les choses de façon plus compliquée, mais avec la population. Donc il y a des appels qui sont lancés à la radio, des télégrammes qui sont envoyés en brousse, tout ça en coordination avec Soto, Canberra et Londres, parce que depuis Port Vila, Henri Soto est parti, escorté par un navire militaire australien, est parti sur un pétrolier norvégien pour ne pas arriver sur un navire de guerre australien, ce qui aurait été désobligeant au point de vue diplomatique. Donc, un appel à la population en faveur de la grève générale et d'un grand défilé populaire est lancé pour le 19 septembre au matin et qui est appuyé. Alors là, les chiffres divergent entre 700 et 2000 broussards en armes qui descendent de toute la brousse calédonienne en camion la nuit du 18 au 19 septembre. Le ralliement est financé par l'Australie, et aussi par des Calédoniens, mais aussi par l'Australie. Donc, je vous donne une idée de la tonalité de l'appel. C'est un appel solennel qui est lancé et distribué dans toute la Calédonie. Calédoniens, déclarent les dirigeants du mouvement. Chaque jour qui passe nous entraîne vers une solution qui serait contraire à la volonté réelle de la Nouvelle-Calédonie. Le temps presse. Organisez-vous immédiatement pour être le plus grand nombre possible le jeudi 19 septembre à 6 h du matin à Nouméa. Vous recevrez notre visite, là où nous pourrons aller. L'heure est grave, haut les cœurs, vive la France, vive la Calédonie, vive De Gaulle. Évidemment, personne ne sait que Soto va arriver en bateau. Et au matin, donc, les broussards, à ce moment-là, ils laissent les armes à l'entrée de la ville. Ils entrent dans Nouméa et entraînent la population. Ils vont fleurir le monument aux morts, ils vont hisser le drapeau français à Croix de Lorraine sur les grilles de la mairie. Une partie de la foule se dirige vers le palais du gouverneur et une autre à l'entrée de la ville, au 5e kilomètre, là où il y a le carrefour Belleville-Rabos. C'était là le barrage. Et là, il y avait un barrage tenu par les soldats et les gendarmes pour empêcher les dirigeants du mouvement de rentrer en ville. Mais il y a une foule qui va submerger le barrage, mais il y aura une tension, parce que le colonel Denis avait essayé d'empêcher les dirigeants de rentrer. Et là, à ce moment-là, tous les manifestants encadrés d'hommes en armes se retrouvent quelques heures plus tard au gouvernement. Donc ça se passe dans le bâtiment qui était à la place du bâtiment en ciment qui fait le coin, là, devant Marine Corail. C'est là qu'était le gouverneur, c'était pas en haut. Hein. Le gouverneur Denis est littéralement assiégé dans son bureau. Et là, c'est le récit de Baudous. La discussion... Là, raconte Baudous, discussion dramatique. Nous réconfortons tous Vergès qui a la parole. L'on sent faiblir le colonel Denis. Allez-y, Vergès. Le gouverneur capitule. Et Vergès reprend. Il reparle, il insiste, il supplie le colonel Denis de se rallier au général de Gaulle ou de se démettre. Ça y est, l'on remporte la décision. Pendant tout ce temps, le Dumont d'Urville est tenu en respect par les 8 canons de 150 mm de l'Adélaïde. Donc il y a un échange de télégrammes entre les commandants des deux bateaux. Le commandant australien disant au commandant français « Si vous intervenez, on bombarde votre bateau ». Et le bateau Dumont d'Urville, il était à quai devant les vieux docks ballants au bout du quai des Caboteurs. Il était là.
Voilà. Et donc, une fois que le colonel Denis capitule, toute la foule redescend la rue Paul Doumer, je crois, et va en face du bingo aujourd'hui, et c'est là que Soto doit arriver. Donc, une pétrolette va chercher Soto, mais à ce moment-là, Soto, il a commencé à repartir. Il croyait que c'était foutu, que c'était raté. Et donc, ils sont obligés de dépêcher, puis de lui faire les signes convenus, et puis du coup, il refait demi-tour, et puis il débarque. Il y a des photos de son débarquement. Et puis alors, il remonte prendre possession du poste de gouverneur, et puis, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis, c'est plus simple. Dans l'intervalle, le colonel Denis se ravise et, confronté directement à Henri Soto, menace de l'arrêter. Alors, là c'est un récit d'un témoin oculaire, une immense clameur s'éleva de la foule. C'est nous qui allons faire prisonnier le colonel et nous allons le pendre à la grille du parc. Sachant que j'avais sous la main les membres du comité de Gaulle, le colonel déclara céder devant la force. Aussitôt, Denis est arrêté. Il est emprisonné à la fois. C'est pour ça que 1 an ou 2 ans après, les Calédoniens se rappelleront et ils emprisonneront aussi un haut commissaire à la fois, une deuxième fois. Et Soto peut, comme il le dit dans son récit des événements, prendre possession du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, dans les premiers arrêtés du gouverneur Soto, il y a marqué « vu la prise du pouvoir du gouverneur, quoi, prise du pouvoir du 19 septembre ». En réalité, ce sont les Calédoniens qui ont rallié De Gaulle et non l'inverse, comme dans la plupart des colonies françaises libres. Parce que la grande majorité des fonctionnaires et des militaires d'origine métropolitaine refusent de servir le nouveau régime et seront renvoyés en Indochine. Parce que Soto laissera libres les fonctionnaires. Il leur dira, vous êtes libres de ne pas servir le régime gaulliste. Et la majorité des fonctionnaires d'État, militaires, juges, gendarmes et certains fonctionnaires calédoniens, choisiront de partir en Indochine, continuer leur carrière. Et sur le Pierre Loti, qui sera avitaillé par l'argent qui a été mobilisé pour le ralliement, y compris l'argent australien. Et donc, voilà. Alors, il y aura une petite réaction depuis la foi. Denis va essayer de reprendre le pouvoir encore le 23 septembre. Puis il y aura une autre descente des broussards à Nouméa, mais vite, il fera marche arrière. Donc, dès lors, je vais terminer par là, dès lors, comme Beaudoux, ils sont quelques centaines, marins des forces navales françaises libres, volontaires du bataillon du Pacifique, commando SAS, à pouvoir écrire au lendemain du 19 septembre 40, là c'est Beaudoux qui parle, Georges Beaudoux, géomètre à Wailou. Maintenant, je suis engagé volontaire dans les forces françaises libres. J'attends le départ, j'attends le combat, je tiens parole. J'ai juré de lutter pour la libération de la France. Je donne ma vie, mon sang. Au total, côté européen, il y a 394 engagements volontaires. À quoi il faut ajouter 61 marins FNFL et 8 commandos SAS. Plusieurs Calédoniens en métropole, au moment de la déclaration de guerre, sont des résistants exemplaires, notamment Jacques Barrault, René Gabriel Boucher, Edmond Caillard, Jean Mariotti et M. Tolmé. Chez les Kanaks, on compte 1100 engagements volontaires. Il y a plus d'engagements volontaires chez les Kanaks que chez les Européens en 1940-41. C'est Félix Broche qui le souligne et s'en étonne. Peut-être tout à l'heure dans la discussion, je dirai pourquoi. Alors, chez les Kanaks, on compte 1100 engagés volontaires et 71 marins FNFL. Voilà, j'ai fini, je vous remercie. Bien, les micros sont à votre disposition si vous voulez justement entamer la discussion dont parlait Ismet il y a un instant. Si vous voulez quelques compléments d'information sur le recrutement, entre autres, puisqu'on vient d'en parler. Bonsoir, Père Winchester. Merci Ismet pour cette super présentation.
Moi, j'avais une première question. C'est la population en 1940, en août 1940, ça donnait combien à peu près? Est-ce qu'on sait? La population calédonienne, Oui. 58 000. Alors il y a entre 28 000 et 30 000 Kanaks, entre 16 et 18 000 Européens, et parce qu'il y a plusieurs recensements, il y en a un 40, 42, et entre 12 et 13 500 Asiatiques, Indonésiens, Vietnamiens, Japonais. Donc on est vraiment un grand archipel avec peu de monde. Et on est un archipel ouvert sur le monde. C'est pas vrai que quand les Américains arrivent, les Calédoniens sont ébahis, ils n'ont jamais rien vu, jamais rien. Ça, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a beaucoup de bonnes choses et de choses nouvelles. Mais la Calédonie est un pays moderne, ouvert sur l'extérieur, mécanisé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le ralliement est une chose préoccupante au plan économique. Parce qu'on dépend de l'extérieur pour beaucoup de choses. On n'est pas un pays où la majorité de la population vit en autosubsistance. Non, non. On est un pays, au contraire, plutôt moderne sous cet angle-là. À cause des mines, à cause du commerce, à cause de l'agriculture, à cause du copra, à cause de... Voilà. Donc... mais on est peu nombreux. Peu nombreux. Nouméa a 12 000 habitants. 10-12 000 habitants. Quand le premier contingent américain arrive, ils sont 17 000. Donc, d'un seul coup, on est submergé, quoi. Voilà. En Brousse, il n'y a pas une tribu qui dépasse 100 personnes. C'est rare une tribu qui dépasse 100 personnes. Un district qui dépasse 1000, c'est rare. Les villages avec un peu de population un peu urbaine, il y en a très peu. Voilà. Et dans ce ralliement, qui peut paraître surprenant, enfin si on le compare, je ne sais pas, à l'Afrique du Nord par exemple, hein, où bon, il n'y a pas eu un esprit aussi important, hein, pour le ralliement. Est-ce que l'esprit ancien combattant, est-ce que l'influence des anciens combattants a été forte, mis à part, tu nous as parlé de Michel Vergès, mais est-ce que dans les autres membres des comités, il y avait beaucoup d'anciens combattants? Est-ce que c'est un élément décisif de l'explication de ce ralliement, finalement, qui s'est quand même manifesté de façon beaucoup plus modérée dans le reste de l'Empire colonial? Un des leaders du ralliement, c'est James Louis Delay, et c'est le président des anciens combattants de la guerre 14-18. Donc ça veut tout dire. Et naturellement, les anciens combattants sont le moteur de la mobilisation parce qu'ils sont nombreux. Et on le voit quand on voit la liste des noms de la milice civique, parce que la Calédonie devra se défendre par elle-même. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale en Calédonie, on commence toujours avec les Américains. Mais les Américains, c'est 42. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en guerre, vraiment en guerre tout seul, et 3 ans qu'on est en guerre, dont 1 an avec l'État. Donc la Nouvelle-Calédonie, avec l'Australie, doit organiser elle-même sa défense, la financer. Il y a une taxe d'armement et une taxe de guerre qui est créée. Et donc, grâce aux commandos australiens, aux guides kanaks et aux anciens combattants, toute la Nouvelle-Calédonie est placée sur surveillance. Il y a un poste de surveillance devant chaque grande passe de la côte est, de la côte ouest. Il y a un plan de repli de la ville de Nouméa qui est organisé. Il y a des provisions qui sont mises dans les forêts, dans les grottes, de façon à ce que s'il y a une invasion et un bombardement, la population puisse se réfugier. Donc les anciens combattants jouent un rôle très important. Michel Vergès est un ancien combattant de la guerre 14-18. Donc oui, il joue un rôle. Mais encore une fois, tout ça est conjugué par la dimension politique que prend le ralliement à cause du gouvernement central. Par exemple, l'Algérie ne se rallie pas. L'Algérie reste vichiste. Et les Antilles restent vichistes. Le gouvernement Vichy fonctionne, l'administration Vichy fonctionne. Un peu comme nous pendant les 3 mois. Ouais.
Donc, chez nous, c'est ça qui est révolutionnaire. C'est la seule colonie. C'est la seule. Et c'est pourquoi, dans les livres d'histoire de la France libre, nous sommes notés comme ça. Et c'est bien de le... Non, je dis franchement, vous avez bien fait de venir, parce que c'est bien de rendre hommage à ce caractère particulier de cet événement. Parce que, bon, on célèbre des événements d'importance inégale peut-être, mais celui-là, à tous égards, il est absolument extraordinaire et souligné comme ça par ceux qui étudient les choses. Alors, je dis ça, pourquoi j'insiste en disant ça? Parce qu'il y a une caricature du ralliement et qui existe encore aujourd'hui. Par exemple, l'État. L'État, je ne sais pas, il pourrait réfléchir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente l'État ici, mais il célèbre le 18 juin toujours. Le 18 juin. C'est très bien le 18 juin. Mais nous, on a notre 18 juin. C'est le 19 septembre. Mais c'est un vrai 18 juin. C'est un acte patriotique qu'on fait nous-mêmes. Et pendant des années, il a été perdu, la célébration du 19 septembre. Après la guerre, on a voulu en faire un jour férié. Pendant la guerre, c'était une grande manifestation. Il y avait des balles, des défilés. C'était un grand moment de fierté, etc. Après, ça a été perdu. Alors, ça a été repris quand M. Robineau et M. Casaroli ont refait une revue. Puis après, ça a été fait comme une cérémonie, comment je vais dire les choses, je vais dire étroitement patriotique, quoi, sans prendre en compte la dimension indigène à nous, quoi. Et c'est ça qui est en train de reprendre de façon positive, parce que c'était ça. Hein. Il y a une vingtaine d'années, je faisais une émission de télévision et j'étais à côté de M. Paul Robineau. Paul Robineau, c'était un commando SAS. Il a été parachuté derrière les lignes allemandes. Il a dansé avec la reine-mère à Glasgow. Enfin, c'était un personnage qui a eu une guerre extraordinaire. Puis moi, j'étais un peu intimidé. Puis j'avais vu tout ça. J'ai mis longtemps à comprendre tout ça parce que, voilà, très longtemps à pouvoir me dépioter dans tout ce qui se passait parce que c'est vraiment compliqué. Et donc j'ai dit, bon, ben, je vais lui demander quand même pour m'assurer que je vois bien ce que je lis. Je dis, mais monsieur Robineau, si j'ai bien compris là, Michel Vergès, il voulait l'indépendance de la Calédonie, puis il voulait être président. Et puis il me regarde, puis il me dit, mais oui, c'est ce qu'il voulait, puis on a été assez cons pour ne pas le suivre. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment l'état d'esprit spécifique de notre aliment. Voilà. Mais ça n'enlève en rien à sa dimension patriotique, tellement que c'est lui qui a provoqué l'engagement des volontaires. C'est pourquoi j'ai mis la photo des 3 volontaires ici. Ça, c'est les 3 porte-drapeaux. Donc, c'est les 3 plus décorés du bataillon. Et c'est en septembre 1945 à la Tour Maubourg à Paris, quand le général de Gaulle vient dire au revoir au bataillon du Pacifique. Parce qu'ils vont descendre dans le sud, embarquer sur le Sagittaire. Donc, de Gaulle veut les saluer. Et là, c'est le porte-drapeau et ses 2 adjoints, je ne sais pas comment on dit dans l'armée. Voilà. Alors, je vais dire un mot. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention et conférence très intéressante. Effectivement, cette question m'interroge. Pourquoi autant d'engagés Kanaks sur cette population qui, en proportion, donc, n'en aurait pas amené autant, en réalité? Alors c'est plus que les Européens. À peu près, il y a 5000 adultes masculins Kanaks en 39-40, donc susceptibles d'être mobilisés. Alors, ce nombre, je ne sais pas s'il est élevé, mais il est élevé en comparaison des non-Kanaks, c'est ça ce que je vous ai dit. Et pourquoi? Eh bien, c'est politique. Parce qu'après le ralliement, le pouvoir gaulliste s'installe et les Calédoniens disent au gouverneur, eh bien, il faut mobiliser les mobilisables, quoi. Il faut mobiliser les classes. Et Soto, il refuse. Et De Gaulle, il refuse.
Il dit non, on procède par volontariat. Et alors là, les Calédoniens qui ont accompagné Soto, qui font partie du comité, qui commencent à gérer le pays, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent, mais non, on a pris le pouvoir, c'est légal, c'est nous la légalité, on doit mobiliser les jeunes Européens comme on mobiliserait si c'était l'État normal. Enfin, parce qu'en fait, ceux qui sont rentrés à l'armée en 1939 ont été démobilisés. Et d'ailleurs, le seul texte officiel du gouvernement de Pétain qui sera appliqué en Calédonie, parce qu'il y en aura un, j'ai vu ça incidemment dans le journal officiel, c'est en 1946, il y a quelqu'un qui dit « Mais nous, on a été démobilisés, mais on n'a pas eu la prime. » Parce que le maréchal Pétain avait créé une prime de démobilisation, comme tout gouvernement qu'on démobilise. Et en 1946, on versera la prime aux soldats calédoniens démobilisés en 1940, au moment de l'armistice. Et donc, par application, je ne sais pas comment ils ont fait, trésorier payeur, enfin bref, c'est passé, et par application. Alors, donc, Michel Vergès fait campagne contre le volontariat. Il incite les Calédoniens à ne pas s'engager. Parce qu'il dit, mais alors, qui va défendre notre pays? Qui va défendre le régime qui a une instabilité potentielle? Parce que quand même, il y a les neutralistes, il n'y a pas l'unanimité pour le pouvoir gaulliste. Il y a majorité, mais il n'y a pas l'unanimité. Donc, c'est ce qui explique qu'il y ait moins d'Européens qui s'engagent. En plus, les gens voulaient être aussi rassurés parce que, pour savoir le montant des primes qui seraient allouées à leurs compagnes, à leurs enfants, pour leur famille, pour que leur famille puisse vivre. Et là, tout un système sera organisé et les épouses et les enfants des volontaires, Kanaks et Européens, auront des primes, enfin des allocations. Et c'est ce qui explique, qu'il y a peu, il y en a quand même, mais moins d'Européens que ce qui aurait été possible légalement. Légalement. Donc c'est pourquoi on insiste sur le mot volontaire. C'est pour ça que je dis que ce sont des résistants. Parce qu'ils vont à la guerre volontairement. Ils n'y étaient pas obligés. Pour les Mélanésiens, c'est donc le circuit coutumier qui fonctionne. Mais encore une fois, de façon très inégale. Il y a des régions entières où il n'y a aucun volontaire. D'autres régions ont des volontaires. Ça dépend de l'attitude des grands chefs et ça dépend de l'influence des anciens combattants dans certaines régions. Donc il y a des anciens combattants de Koné, de Wailou, de Maré, de Lifou, Ouvéa, un peu de l'île des Pins, mais encore une fois, c'est inégal. Pourquoi 1100, c'est beaucoup, mais là aussi, pour les Kanaks, c'est pareil. Si c'était fait dans des formes légales, mais bon, c'est pas possible. Dans ce cas-là, il y aurait eu plus de monde. Alors, en août 1941, Soto va mobiliser dans la forme légale les classes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les Calédoniens vont rentrer à l'armée. Et donc des centaines de jeunes Calédoniens vont rentrer à l'armée, faire leur service militaire et donc faire la guerre. Mais de façon obligatoire seulement à partir du mois d'août 1941. Alors c'est aussi handicapant pour l'économie. Parce que, par exemple, la société Le Nickel, elle a besoin de beaucoup de spécialistes. Elle demande qu'on exonère du service militaire, etc. Donc, et alors, la chose qui est fâcheuse, c'est qu'au monument de la Croix de Lorraine, ceux qui se sont été mobilisés dans les formes légales et ceux qui étaient volontaires, ils sont sur le même monument. Il y a quand même une différence de statut dans les deux. Et s'il y a peu de Calédoniens qui partent sur le front, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement de la France libre n'a pas assez de moyens matériels pour permettre un deuxième et un troisième bataillon de se former. Et en plus de ça, une fois que l'Afrique du Nord a été envahie par les Américains, puis s'est ralliée par la France libre, la France combattante, eh bien la mobilisation, elle a lieu en Afrique du Nord, et
et le Pacifique n'est pas à même de fournir des soldats en nombre conséquent, de telle sorte que ça ne vaut pas la mobilisation matérielle. J'ai oublié de dire qu'il y avait 2 femmes volontaires aussi. Elles sont dans les chiffres qui sont là. Et il y en avait 200 qui ont voulu s'inscrire, 50 qui ont été retenus, et le général de Gaulle n'en prend que 2 parce que il y a plusieurs raisons. La principale raison, c'est que c'est les Anglais qui payent les forces de la France libre. Et donc, les négociations sont difficiles avec les Britanniques, et pour les femmes, il n'y a pas beaucoup de postes créés. Madame Raymond Rowley épouse Beer, et Madame Raymond Jor épouse Tessier. Les 2. Allô, merci Ismet. Tout à l'heure, tu as parlé de Bayardel un peu brièvement, et puis après, il y a eu le rapport Bayardel qui est dans un bulletin de l'Icevage d'ailleurs. Et je ne sais pas si c'est Pélissier ou Denis, à un moment, il parle même, pour dire l'action des vichistes à ce moment-là, pour empêcher justement qu'il y ait ce mouvement gaulliste, il parle même de fomenter une révolte kanak. Je ne sais pas, il me semble avoir lu. Et puis, voilà, si tu peux nous en dire plus. Oui, j'ai pas mentionné ça. C'est vrai que donc Bayardel, Pélissier et tout. Et alors ça vient du pasteur Len Barth. C'est pas Lénart, hein, c'est le pasteur Len Barth, qui est le pasteur de l'église à Nouméa, qui propose finalement au gouverneur de mobiliser certaines paroisses protestantes, certaines missions, et les hommes de ces missions pour descendre à Nouméa, pour aider l'armée contre les partisans du ralliement de la Nouvelle-Calédonie, pour maintenir l'ordre autour du gouverneur. Parce qu'en fait, on a un gouverneur qui n'a pas de force de l'ordre, mais c'est vrai pendant toute la guerre. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les Kanaks qui assurent le service d'ordre de l'État ici. Et quand il y aura les manifestations contre Dargentlieu, et quand les manifestants vont monter pour prendre d'assaut la station de radio qui était au Mont-Coffin, eh bien, c'est des soldats kanaks qui vont se mettre autour, hein, qui vont essayer d'empêcher les Européens de la ville d'attaquer la radio, quoi. Et donc, plusieurs gouverneurs se plaindront auprès du général de Gaulle en disant qu'ils n'ont aucune force de l'ordre dans un pays où la population locale a arrêté 2 fois le gouverneur et l'a expulsé, quoi. Donc le gouverneur il est obligé de négocier les choses. La situation n'est pas pratique. Il n'est pas dans un rapport de force, quoi. Mais c'est vrai que ça vient du pasteur Len Barth, ce bruit-là. Enfin, à ma connaissance, hein, il y a peut-être d'autres sources, c'est une question qu'il faut creuser. Mais ce bruit-là a couru et sa source historique, c'est ça. Et le pasteur Len Barth qui partira en Indochine, puis ensuite en France. Oui, Smet, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais, si tu veux bien, rebondir sur 2 remarques qui me semblent intéressantes jusqu'à aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression, et on sent bien, que l'attachement de beaucoup de Calédoniens à la France, et de Calédoniens qui n'ont par exemple jamais été en France, avant donc d'une distanciation et en même temps d'une loyauté et d'un attachement énorme, en fait, est un attachement profondément gaulliste. C'est toute cette histoire, en fait, qui ne s'oublie pas et qui passe le temps, qui perdure et qui passe le temps. Ça, d'une part, et d'autre part, si tu veux bien revenir aussi sur le fait que de la même manière, les tensions, en fait, entre vichistes et gaullistes ont animé jusqu'au cours d'école. Dans toutes les familles calédoniennes, il y a effectivement des anecdotes où les enfants se battaient, où il y avait, dit-on, des professeurs en fait qui étaient soit l'un soit l'autre, et où en fait c'est resté pendant très longtemps ces espèces de tensions ou de fractures qui existent encore aujourd'hui, hein, qui ne sont pas dites comme ça, mais qui existent. Et on a ces tensions et on a cette nature, en fait, et c'est cette histoire calédonienne profonde, comme d'autres types d'éléments historiques en Nouvelle-Calédonie, qui font aussi que les Calédoniens
d'origine européenne et qui ont vécu cette histoire et qui sont traversés par ça. En fait, il y a une manière d'être en Calédonie qui est aussi sans jugement sur cette manière d'être loyale à la France, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais en même temps, qu'il faut connaître, et c'est dommage que je trouve qu'il y ait si peu de monde ce soir, parce qu'elle est elle est très importante en Nouvelle-Calédonie, et elle forme aussi une différence très très grande entre donc, les Calédoniens qui ont vécu cette histoire ou dont la famille ont vécu cette histoire, et en même temps les Calédoniens venus bien après et qui ne connaissent pas cette histoire, mais qui est fondamentale en fait pour la manière d'être en Nouvelle-Calédonie. Oui, je dirais que c'est vrai que la personne du général de Gaulle, en raison du ralliement de la Nouvelle-Calédonie, est très importante en Nouvelle-Calédonie. Elle est très importante à plusieurs titres, et c'est pour ça que l'Association pour la mémoire du gaullisme, dont je fais partie, a pris l'initiative de proposer à la mairie de mettre un buste du général de Gaulle là où il y a les monuments à la mémoire du ralliement et des volontaires et des FNFL. Tout ça, ça forme un bloc. Et c'est un bloc important dans l'histoire de notre pays, naturellement. Parce que le ralliement de la Nouvelle-Calédonie au mouvement de la France libre a permis à la Nouvelle-Calédonie de résister dans la forme française, en somme. C'est ça qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que j'ai montré toutes les différentes hypothèses. Le général de Gaulle est aussi important parce que c'est le gouvernement du général de Gaulle à la Libération, pour toutes les raisons politiques de la Libération, mais y compris celle propre au général de Gaulle dans la conférence de Brazzaville, qui finalement change complètement le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui passe de colonie à territoire d'outre-mer, avec la généralisation de la citoyenneté française et l'abolition de l'indigénat. Tout ça se fait sous l'égide d'un gouvernement présidé par le général de Gaulle. Donc ça, c'est quelque chose de très important, naturellement, pour la population kanak. Donc ce qui fait que l'action politique du général de Gaulle au début de la guerre et à la Libération, elle est fondatrice de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'accord de Nouméa, qui est une autre phase, à mon sens. Mais la phase qui se clôt avec l'accord de Nouméa, c'est la phase qui commence en 1946. Et elle commence sous l'action du gouvernement de la Libération, qui est permis par l'action du général de Gaulle pendant la guerre. Et elle est permise parce que le général de Gaulle, son mouvement de résistance l'emporte. Et la Nouvelle-Calédonie joue un rôle modeste, mais réel, puisque lui-même le mentionne. En ce qui concerne les vichistes, oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle vichiste, nous, aujourd'hui, ou à l'époque, vichiste, ça voulait dire neutraliste, dans la réalité. Personne n'était collaborateur, vraiment au sens collaborateur que ça peut avoir après. Mais être vichiste, ça voulait dire ne pas vouloir le ralliement. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire, ne pas vouloir le ralliement. Et c'est vrai que ça a divisé. Parce qu'encore une fois, toute une partie de la population calédonienne ne voulait pas du ralliement. Je l'ai mentionné. Une partie de la bourgeoisie, une partie de toutes les catégories sociales. Les missionnaires aussi ne voulaient pas. La mission catholique est hostile au ralliement, mais ne fait rien contre. La mission protestante, elle est un peu divisée, mais plutôt dans l'expectative, ne joue pas de rôle moteur. Les missions sont en retrait. Donc, cet ensemble-là fait une situation particulière et qui nous est propre. C'est-à-dire que le moteur est autochtone dans tout ce qui se passe pendant la guerre. Et c'est ça qui est particulier, qui imprègne les mentalités, et pendant longtemps. Et alors donc, on s'approprie cette histoire parce que c'est un élément de notre identité historique. Voilà, simplement. Mais encore, il faut le savoir, il faut l'apprendre, voilà. Mais c'est un élément de notre identité historique, ça ne fait... et à tous, ça ne fait pas doute. Bonsoir, Monsieur Gartovitch.
Je tenais à rebondir sur le propos de Madame en demandant cette belle page d'histoire de la Nouvelle-Calédonie, si peu connue par nos enfants. J'aurais voulu vous demander, surtout à la veille du référendum qui nous attend, le ralliement de la Nouvelle-Calédonie, comme son nom l'indique, le ralliement, s'est fait sans la moindre goutte de sang versée, a su unir une grande partie de cette population. Je m'interroge sur ce désamour dans la page d'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Maître Michel Vergès, comme vous l'avez si bien noté, chef de file de ce ralliement, qui est au mur des Invalides, à l'heure actuelle, aujourd'hui, nos enfants ne connaissent pas une partie de leur histoire. Alors, je voudrais vous demander, à vous qui êtes historien, pourtant c'est une belle page de notre histoire, qui unit la plupart des communautés, notamment européennes et mélanésiennes, pour ne citer que. Je nommerai simplement les grands chefs Mendaoué et Bousquet qui ont signé le manifeste du ralliement. Donc, à l'heure actuelle, je remercie votre initiative au travers de votre association, ce travail de mémoire qui est d'un devoir, je pense, pour beaucoup. Mais pourquoi aujourd'hui ce désamour envers cet événement crucial de la Nouvelle-Calédonie? Enfin, peut-être au niveau national, mais il y avait des noms comme Moulédou, vous l'avez bien dit, M. Priné, M. Rabot, de Casablanca, des grands noms de la société calédonienne qui aujourd'hui ne sont pas représentés. Je prends à témoin cette salle à moitié vide. On pourrait se demander qu'est-ce que cette page de l'histoire calédonienne a de si honteuse. Pardonnez-moi le propos, mais je m'étonne quelque peu du désintérêt de nos concitoyens pour cette belle page de l'histoire calédonienne, qui, comme vous l'avez rappelé au début de votre conférence, la Nouvelle-Calédonie, en 1940, se mobilise. C'est quand même l'esprit pionnier des Calédoniens qu'on retrouve, leur action décisive. Avant même les autres îles, on a fêté tout au long des commémorations Félix Éboué. Qu'en est-il de la Nouvelle-Calédonie? Merci. Oui, c'est vrai que Metou Mandaoué à Wailou et Vincent Bouquet à Bourail, je les ai mentionnés, et Kowi Bouillant sont partie prenante de ce mouvement, avec des conditions politiques, comme je l'ai dit. Mais alors, moi je suis toujours partagé quand on me dit que les enfants ne savent pas. Ben, ça veut dire que leurs professeurs des écoles ou leurs professeurs d'histoire de collège ne font pas leur travail, parce que quand même, depuis 20-30 ans et même un peu avant, il y a dans les manuels scolaires de certaines classes ce chapitre qui est enseigné, qui est traité, il y a des photos. Donc là, je serai moins sévère, si vous voulez. Je pense que tout de même, il y a un progrès considérable qui a été fait. Ensuite de ça, c'est vrai que le ralliement, comme je vous le disais, pendant des décennies, hein, peut-être de 1960, 70, 80, ça n'a pas du tout été célébré, ni fêté, ni... Je sais pas, peut-être que d'autres choses sont arrivées, puis c'est comme ça, l'histoire, un événement chasse un autre. Mais c'est vrai qu'il faut garder les événements qui structurent et qui sont importants, charnières. Et celui-là en est un. Donc, bon, on en parle, il y a eu des sujets à la télé, à la radio, dans la presse. Et donc, il y a tout de même un intérêt pour ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il pourrait être plus partagé. Et je pense qu'il est quand même là. Hein. Il y a toujours un intérêt, notamment quand à la télévision, il y a des émissions historiques. Moi, je m'aperçois qu'après, les gens disent « Ah ben nous, on aime bien les émissions, même des jeunes. » Moi, j'ai souvent croisé des jeunes de toute ethnie qui me disent « Ah mais vous, on voit toujours à la télé, vous parlez d'histoire, mais c'est valable ça. » Les gens sont, que ce soit moi ou un autre, hein, je dis parce que je veux répondre à votre question. Donc, je me dis que non, il y a un intérêt pour l'histoire de la Calédonie. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est l'image. Vous voyez, là, il y a la télévision qui filme. C'est l'image, c'est la radio,
Voilà, et donc ça passe plutôt par ces, comment on dit, vecteurs de médiation, enfin ces moyens de... Mais vous avez raison de souligner, c'est notre identité commune, historique. Et même si elle est conflictuelle, ne dit-on pas, qui se combat collaborant. Bonsoir Ismet. Tout à l'heure, tu as souligné les difficultés des transports maritimes pour acheminer les troupes. Il y a eu 2 départs. Donc tu as souligné qu'il y a eu à peu près un peu plus de 1000 indigènes kanaks, plus plusieurs centaines d'Européens. Au total, il y a eu combien vraiment de Calédoniens, tout confondus, qui ont participé à la guerre? Eh bien alors il faut que j'additionne. Non, pardon. Alors, attends. Participer à la guerre, parce qu'il ne faudrait pas penser que parce qu'on est en Calédonie, on ne participe pas à la guerre. Les premiers mois, les 12 premiers mois ont été assez tendus parce qu'on craignait quand même une invasion japonaise et il fallait se préparer dans ce cas-là. Donc l'armée a été mise à contribution sous cet angle-là. Donc ça, c'est participer à la guerre. Mais souvent, on pense naturellement, participer à la guerre, c'est partir vraiment à la guerre. Et alors, le front, il y a plusieurs fronts. Et les marins aussi ont participé à la guerre. Donc, les marins des forces navales françaises libres, ils ont aussi participé à la guerre. Donc, si on regarde bien, pour les FNFL, 61 et 71, si c'est 7, 13... Donc 132. Il y avait 132 marins des forces navales françaises libres. Et puis pour les volontaires, alors tous les Kanaks ne sont pas partis. Et donc là, moi j'ai mis le chiffre global des volontaires. Et donc pour les Européens, c'est 394 engagements volontaires. Mais après, quand il y a eu la mobilisation, eh bien, c'est toutes les classes d'âge qui sont mobilisées. Donc dans ce cas-là, des centaines de jeunes Calédoniens ont été à la caserne. Il y avait une caserne à Dimbéa, il y en avait une à Païta, puis il y avait la caserne à Nouméa. Alors, beaucoup de soldats qui étaient à la caserne, quand il y avait les Américains, naturellement, la sécurité de la Calédonie, elle était garantie. Alors, les soldats, ils faisaient des revues, et puis ils faisaient docker, et où ils rentraient chez eux. Donc, à ce moment-là, l'armée française, imaginez, il y avait l'armée américaine la plus puissante du monde. Donc, évidemment, l'armée française, elle avait du mal à s'imposer. Ce qui fait que c'est pas du tout pareil. Hein. On était un pays où il y avait plus de 100 000 soldats américains, où il y avait des dizaines de bateaux de guerre. Enfin, la défense, elle était assurée par les Américains, les Néo-Zélandais. Voilà, donc c'est autre chose. Au total, ça peut faire 700 jeunes adultes calédoniens, toutes ethnies confondues, qui ont combattu en dehors du sol calédonien. Plus certains marins de la marine marchande. Hein, vous voyez, M. Warty, là, avant d'être engagé volontaire, il était dans la marine marchande de la France libre sur le Polynésien. Et il y a un marin kanak du Notu qui a été décoré pour fait de guerre par les Américains parce que le bateau a été coulé et les Allemands voulant montrer qu'ils ne sont pas racistes, ils avaient mis les Blancs dans la cale. Et puis les marins vietnamiens et kanaks, ils les avaient laissés sur le pont. Donc le bateau a navigué. Enfin, il avait été arrêté par les Allemands, puis ils ont navigué sur un autre bateau et dans tout le Pacifique. Puis ensuite, il y a eu un échange. Puis quand ces marins sont rentrés en Calédonie, ils ont été interrogés par les services de renseignement américains. Et M. Congouleux, qui était sur le pont, donc, des navires allemands, a donné tellement de renseignements, tellement précis, qu'il a été décoré par l'armée américaine pour service rendu. Finalement, il s'est révélé un observateur de la chose militaire qu'il avait côtoyé dans tous les ports de Nouvelle-Guinée, hein, parce que le bateau avait navigué. Donc c'est une belle histoire. Donc voilà, il y a eu des Calédoniens qui ont fait la guerre comme ça, plus ceux qui ont été dans la résistance en France. D'ailleurs, le premier Calédonien qui meurt, il meurt pour fait de résistance.
qui ont fait des actes de bravoure extraordinaires. Et donc j'ai cité leur nom tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, Eric. Oui, merci. Oui. Bonjour, Monsieur Kurkovic. Je voudrais un éclairage en ce qui concerne la nomination de Monsieur Thierry d'Argentlieu en Nouvelle-Calédonie. Je me souviens d'un contact quand j'étais arrivé il y a une quinzaine d'années en Nouvelle-Calédonie avec un certain Monsieur Palladini, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et qui m'avait raconté que pour lui, Thierry d'Argentlieu était un vichiste. Et il avait vraiment pas... J'avais eu l'impression que les Calédoniens n'avaient pas supporté la personnalité de ce monsieur d'Argentlieu. Alors ça, c'est un point. Et puis, donc, qu'est-ce qui était advenu donc, de ce gouverneur Soto à ce moment-là? J'avais entendu parler de l'îlot de Walpole. D'ailleurs, je croyais que c'était... J'avais du mal à situer où était cet îlot, qui est assez éloigné, mais qui fait partie de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, je voulais savoir également, ça c'est parmi les hauts faits donc, qui ont eu lieu pour les Calédoniens, leur participation à Bir Hakeim. Combien était-il? Voilà. Merci. Je vais faire dans le sens inverse. Je n'ai pas le chiffre exact comme ça de mémoire pour Bir Hakeim. Je vous prie de m'excuser. C'est presque la totalité du bataillon qui était à Bir Hakeim, tahitiens, calédoniens, et puis ceux des ex-Nouvelles-Hébrides. Donc ça représente 400-500 hommes sur Bir Hakeim, qui a été donc... c'est pas vraiment une bataille, mais un exploit militaire reconnu par le monde entier, un des premiers par des forces militaires de la France libre et les Calédoniens. Beaucoup de Calédoniens sont morts à Bir Hakeim d'ailleurs. Et le nom de Bir Hakeim, il existe partout en France, il y a des rues, nous on a une place Bir Hakeim. C'est une bataille importante. Enfin, pas une bataille, mais un événement militaire important. Mais les chiffres précis, je ne pourrais pas vous le dire de mémoire. En ce qui concerne monsieur, vous faites allusion au commissaire qui s'appelle Georges Thierry d'Argentlieu, qui a été envoyé par le général de Gaulle dans le Pacifique au moment où voilà, le résistant calédonien que je n'ai pas mentionné, c'est monsieur Gargon. Gargon, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse, monsieur Gargon, qui était un résistant dans le sud de la France, dont la maman est originaire de Bourail, et qui a dirigé un réseau de résistance qui était connu du général de Gaulle. Et quand le général de Gaulle est venu à Nouméa, il s'est fait présenter les corps constitués, comme on dit. Et à un moment donné, il s'est mis devant tous les gens, là, et puis il a dit « Lieutenant Gargon, sortez du rang ». Et M. Gargon était procureur, je crois. Enfin, il était magistrat, et est sorti du rang, et puis de Gaulle l'a salué spécialement. Donc là, je parle des Calédoniens résistants en France. Je reviens à votre question. Donc de Gaulle nomme un commissaire parce qu'il s'attend à ce que donc, la guerre s'installe dans le Pacifique, que donc, les Américains interviennent. Donc d'Argentlieu est nommé et les Calédoniens sont contrariés parce qu'ils voient ça comme une atteinte à leur autonomie. Et donc ça s'appelle le conseil d'administration à l'époque, déclare qu'il n'est pas concerné par le pouvoir du haut-commissaire et qu'il souhaite que le gouverneur Soto garde tout pouvoir sur la Nouvelle-Calédonie et que le haut-commissaire n'empiète pas sur la gestion du pays par le conseil d'administration. Donc ça va mal se passer entre les Calédoniens et d'Argentlieu, et le gouverneur Soto, il hésitera et il prendra plutôt le parti des Calédoniens, alors qu'il dépend du gouvernement central, en somme, Londres et de Gaulle. Donc ça se passe très mal, ce qui fait que le haut-commissaire fait arrêter le gouverneur. Il fait arrêter aussi des dirigeants politiques calédoniens, dont
Pierre Bergès, et puis il les envoie en prison dans l'île de Walpole, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une émeute, des manifestations, des emprisonnements. Donc il y a un grave affrontement civil qui se passe ici. Et cet affrontement se déroule au moment de la bataille de la mer de Corail. Donc les Américains sont contrariés parce que voilà, ils sont en train de faire la guerre au nord de Bellep, là, puis il y a une petite révolution politique à Nouméa. Donc le général Patch, il demande à Washington et à Londres de lui permettre de déclarer la loi martiale à Nouméa. Donc que chacun rentre chez soi, dès que les Américains, en somme, auraient les pleins pouvoirs. En tout cas au niveau de la sécurité. Et c'est accepté par le général de Gaulle, mais finalement Patch réussira à faire rentrer les Calédoniens chez eux et à apaiser les choses. Puis d'Argentlieu fera revenir les élus qu'il a exilés à Walpole, et puis il quittera la Nouvelle-Calédonie comme le lui demande le conseil d'administration, mais auparavant il aura renvoyé le gouverneur Soto à Londres. Il sera ensuite nommé en Afrique. Le gouverneur Soto était marié avec une Calédonienne. Après la guerre, il revient en Nouvelle-Calédonie et il sera élu maire de Nouméa. D'ailleurs, il est décédé en Nouvelle-Calédonie. Et il était un maire assez social d'ailleurs. C'est lui qui crée pas mal de lotissements nouveaux et qui résorbe la crise des demi-lunes. Avant, c'était un peu les ancêtres des squats. Il y avait des demi-lunes un peu partout. C'était des logements précaires. Voilà, monsieur. Alors, c'est étonnant que Palladini ait pu dire que d'Argentlieu était vichiste, parce que... Non, mais c'est de la famille. Hein. La famille, parce que Florindo Palladini était un ami de Thierry d'Argentlieu, et lui, il soutenait Thierry d'Argentlieu. Oui, oui. Donc, là, la famille, oui, bon. Oui, oui. Non, j'ai rencontré à Païta un monsieur Palladini qui était assez âgé, mais qui n'était pas monsieur Florindo Palladini, que j'aurais été heureux de rencontrer d'ailleurs. Ouais, voilà. Là, je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Florindo Palladini, grand homme politique calédonien, était un ami du haut-commissaire Georges Thierry d'Argentlieu. Ils se sont bien entendus, mais voilà. Bonsoir, Ismet, un de vos élèves. J'ai vieilli. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des demandes suite à l'envoi des Kanaks spécialement pour obtenir leur nationalité française. Et l'autre demande, ça m'a échappé du coup. Et c'est pas vraiment une question, c'était... Si je vous pose la question pourquoi, c'est parce qu'ils n'étaient pas françaises. Ils n'ont pas encore la nationalité française. Si je vous demande après s'ils ont obtenu si leur demande a été exaucée, oui, parce que je suis français maintenant. Ma question, c'est pas vraiment une question, c'était juste focaliser sur cette situation qui est assez ambiguë pour moi surtout. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Alors, merci. Merci. Les Kanaks en Nouvelle-Calédonie sont français, mais ils sont sujets français. Ils ne sont pas citoyens français. C'est ça la différence. Donc ils n'ont pas les mêmes droits. Mais ils sont des nationaux français. Tout le monde est nationaux français, mais le statut est différent. Et donc, les dirigeants kanaks, qui sont des chefs coutumiers, à ce moment-là, il n'y a pas de parti politique. Ils disent à l'autorité de la France libre que l'engagement des hommes est convenu, entendu, pour les grands chefs qui le font, mais il y a un engagement politique de suppression de l'indigénat et d'acquisition de la citoyenneté française, c'est-à-dire de l'égalité. Hein. Les gens veulent des égaux, être égaux, hein, tout simplement. Donc c'est cette revendication, et il y a dans les archives des courriers, notamment, je l'avais dit, de Nestlin et d'autres, qui disent qu'on en a parlé avec le haut-commissaire, il y a eu un engagement du gouverneur un tel, et un tel, pour qu'à la libération, les choses se fassent. Et les choses se sont faites parce que ce n'était pas le cas qu'en Calédonie, dans toutes les colonies. Et
pas seulement dans les colonies françaises d'ailleurs. Donc le pacte colonial est supprimé à la libération du fait de l'action de plusieurs forces. Les États-Unis et l'URSS ont toujours considéré que les colonies devraient disparaître après la Seconde Guerre mondiale, d'une manière ou d'une autre, que l'égalité devait régner, etc. En France, le Conseil national de la résistance avait aussi cette dimension dans son programme. Le général de Gaulle, à la conférence de Brazzaville, a aussi posé ses principes, même si les choses étaient plus difficiles à Brazzaville, parce que c'était une conférence un peu de notables coloniaux, à la fois privés et publics. Donc, ce qui se passe, c'est, comme on dit, la guerre engendre. Donc, la guerre a des conséquences politiques. Et les conséquences politiques revendiquées dès le début par certaines autorités coutumières, explicitement, donc dans leurs relations, parce que c'est eux qui représentent la population kanak. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat. Donc c'est les chefs et aussi les salariés, parce qu'il y a des fonctionnaires. Avant la guerre, il y a à peu près 600 fonctionnaires kanak qui travaillent dans les dispensaires, la poste, dans l'administration. C'est le cadre local de la fonction publique indigène. Donc, alors l'engagement militaire, il se fait sous forme de volontariat, pour une double raison. C'est que le gouvernement central, le régime gaulliste, ne veut pas mobiliser par la loi, il veut que le volontariat. Et en plus, les Kanaks étant sujets, en somme, ils ne peuvent pas être mobilisés pour la guerre, puisque pour aller à la guerre, il faut être citoyen français. Donc il faut un texte spécial. Bon, ça c'est... je ne sais pas si ça répond à... Oui. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle? A priori non, donc Ismet, je te renouvelle mes remerciements d'être venu nous présenter cette thématique ce soir.